Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Et pour certains d'entre vous, c'est déjà les vacances. Pour beaucoup d'autres, les vacances se préparent. Et pour nos animaux de compagnie, il faut aussi préparer cette période estivale, qu'ils restent à la maison ou qu'ils partent avec vous. Bonjour Isabelle Pasquier, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Sud Radio. Isabelle, vous dirigez la clinique Vet in Paris. Vous êtes là ce matin pour nous donner des conseils très précis pour gérer au mieux cette saison estivale. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler au 0826 300 300. Alors Isabelle, à l'approche des vacances, une question se pose. Partir ou pas avec son animal de compagnie? Selon vous, quelle est la bonne solution ? Alors, c'est différent. Effectivement, si on a un chat, par exemple, et qu'on doit partir 2 semaines, quelque chose de assez moyen, on va dire, c'est peut-être mieux de laisser son animal à la maison avec quelqu'un qui passe une fois par jour pour vérifier que l'animal va bien, de changer la litière, de changer l'eau, de rajouter des croquettes, de la nourriture humide et de le brosser. C'est mieux parce qu'en fait un chat supporte assez mal de changer de territoire et supporte assez mal les transports. Et puis aussi il y a le danger sur le lieu de vacances, c'est-à-dire que si on est dans une maison avec des portes qui s'ouvrent, malheureusement on peut se retrouver avec un chat qui est absolument pas du tout habitué à sortir, qui peut malheureusement rencontrer une voiture, des accidents bêtes. Donc il vaut mieux à ce moment-là pour le chat opter pour la garde à domicile. Oui. Il y a beaucoup de pet-sitters, de cat-sitters. Il y en a même. beaucoup, mais il y a beaucoup de demandes. Donc il faut vraiment, le conseil c'est de s'y prendre longtemps à l'avance, minimum 2-3 mois, et pas de se dire un mois à l'avance, là tout est rempli. Bon là c'est un petit peu tard évidemment, puisque beaucoup d'entre vous sont en train d'organiser leur grand départ. Mais effectivement c'est un bon conseil d'imaginer plutôt le chat restant à la maison. Et le chien on l'amène. Bonne garde. Voilà. Ouais. Et le chien, on l'amène avec nous. Alors bon, si on reste en France, tout dépend de là où on va. Si on va dans le sud-est, il faut faire très attention aux moustiques. Donc de faire en sorte que son animal ait une bonne protection contre les moustiques, soit collier, soit pipette. Ça c'est très important. Et puis si on part à l'étranger, pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait il y a alors on appelle ça des moustiques, mais c'est pas tout à fait des moustiques, c'est des phlébotomes qui vont piquer l'animal et qui vont transmettre un parasite qu'on appelle la leishmaniose et qui est extrêmement fréquente en fait sur le sud-est, surtout de la France, en tout cas tout le pourtour méditerranéen. Et même chose si on part en Espagne, si on part au Portugal, si on part en Italie, il faut absolument que le chien ait sa protection anti-moustique, enfin anti-phlébotome. Parce que cette maladie est ensuite très invalidante si jamais l'animal la contracte. C'est une maladie chronique, donc forcément, après c'est de la gestion en permanence, des contrôles, et puis il y a plein de problèmes qui peuvent ensuite apparaître, et généralement c'est des animaux qui ont une espérance de vie réduite du fait de la maladie. Alors que les anti-moustiques fonctionne bien. Très bien, il y a même un vaccin en fait, donc c'est bien de consulter votre vétérinaire en amont avant de partir, lui dire voilà, moi je veux amener mon animal à tel endroit, ok, on va vérifier ensemble sa protection vaccinale, sa protection antiparasitaire externe, c'est hyper important. Ça concerne le chien et le chat, est-ce qu'il est concerné ? Le chat aussi, alors le chat lui c'est plus pour des problèmes dermatologiques, c'est-à-dire qu'il supporte mal d'avoir des puces, et puis ça peut entraîner des problèmes dermato assez embêtants, et aussi des problèmes quand même sanguins, c'est-à-dire que la puce peut amener une petite bactérie dans le sang du chat qui va occasionner malheureusement des grosses anémies très graves. Donc le chat qui sort doit être absolument protégé contre les puces, mais aussi contre les tiques, parce qu'il peut ramener des tiques à son propriétaire ou éventuellement à d'autres congénères comme le chien. Chez lui, ça va pas lui transmettre une maladie. La tique va pas transmettre de maladie directement au chat, mais il peut être vecteur de tique pour son propriétaire ou pour d'autres animaux comme le chien. Donc on fait un petit bilan de check-up avec son veto avant de partir, histoire que tous les papiers soient en règle, que l'animal soit correctement identifié. Et l'identification, bien évidemment, ça c'est vraiment la grosse protection. C'est-à-dire l'animal sort, il est perdu, seul moyen de retrouver son propriétaire. Le numéro de téléphone, alors tout le monde a sa petite médaille, c'est sûr, quoique les chats c'est difficile de leur imposer des colliers avec des médailles, mais il faut penser à la puce électronique et surtout mettre à jour ses coordonnées sur le fichier national qui s'appelle ICAD et demander... Et ça se fait très facilement en ligne, où on demande à son vétérinaire. Avant, il y a 5, 6 ans, 10 ans, c'était compliqué. Maintenant, franchement, ça prend vraiment 2 secondes. On demande à son veto, on fait les changements ensemble et puis l'animal part en toute sécurité. Voilà de très bons conseils. On va donner la parole à une première auditrice qui s'appelle Karina. Bonjour Karina, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Natacha, bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous organiser vos vacances avec vos animaux, Karina ?
Alors nous, c'est un casse-tête parce qu'on a 2 maisons. Mon compagnon a 2 chiens, moi j'ai 3 chats. Oui. Et donc, quand on part juste en week-end pour les chats, je fais venir ma belle-fille qui les nourrit, effectivement, qui reste un peu avec eux, qui les caresse, parce qu'on pense qu'un chat, c'est beaucoup moins dépendant qu'un chien. Mais c'est pas tout à fait vrai. Enfin, les miens sont très dépendants, ils adorent la présence. Bien sûr. Et pour les chiens, on a fait une grosse caisse parce qu'on a 2 gros chiens. Donc, on a une voiture où tout le coffre a été aménagé pour les chiens. Donc, on les fait suivre Vous avez quoi comme voiture, dites-moi C'est une camionnette? Non, c'est pas une camionnette, c'est un gros VTC. Et bon, voilà. Bon, ça va, vous arrivez à loger tout le monde. Parce que c'est quand même toujours un peu le problème. Hein, quand on part avec tous les animaux, là, il faut de la place aussi dans la voiture. On limite nos bagages. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand on a des animaux, il faut les assumer. J'ai été bénévole 5 ans à la SPA. J'ai vu tellement d'abandons, c'est tellement de cas dramatiques. Je suis absolument scandalisée que les gens, simplement pour partir 15 jours en vacances, n'aient d'autre solution que de les attacher dans un bois ou de les lâcher sur une 4 voies, comme je l'ai vu une fois. C'est vrai? Vous avez été témoin de ça? J'ai été témoin. Le chien est arrivé, il était au bureau. Moi, je pouvais absolument pas m'absenter, j'étais toute seule. Il est resté avec moi pendant 1h30. Je me suis dit que j'allais l'amener justement à la SPA pour le protéger et voir s'il était pucé, etc. Le temps que je répondais à Clio, il était parti. Et je l'ai retrouvé écrasé sur la route, un peu plus loin. Et j'en étais malade. Mais bon. Bon, donc chez vous, en tout cas, vous êtes bien organisé pour les vacances parce qu'avec autant d'animaux, en plus, il faut vraiment avoir une organisation hors pair. Exactement. Et puis, ça se conçoit parce que quand on les adopte, il faut réfléchir à tout ça. Avant, en amont, et c'est pas évident. C'est vrai, Karina, c'est un très bon message, on le dit très souvent, mais je crois que ce message, malheureusement, fait partie des choses qu'on va devoir répéter encore très longtemps, puisque la France fait partie des pays où on adopte le plus d'animaux, mais où on abandonne aussi beaucoup trop. C'est vrai. Merci Karina, en tout cas, pour votre témoignage. Bonne journée, au revoir. Isabelle, quelles sont les autres choses à avoir en tête? Forcément, on se dit vacances d'été, rime avec chaleur, grosse chaleur, même parfois. Là, on sort d'une période de canicule. Nous, on n'aime pas la canicule, mais nos animaux non plus. Peut-être encore moins que nous. Ils en souffrent énormément. Et effectivement, voilà, les gros conseils, c'est quand on a un chien, évidemment, c'est pas de le sortir entre 11h et 15h, on oublie. C'est de faire en sorte qu'à la maison, on puisse, si on peut, rafraîchir, mettre des ventilateurs, leur donner de l'eau régulièrement, les doucher, même doucher les chats, d'utiliser des serviettes, un bibet d'eau pour pouvoir les humidifier, les rafraîchir. Il y a aussi, on avait, voilà, ça c'est mes vétérinaires nouveaux animaux de compagnie, NAC, qui donnent ce petit truc, et je trouve que c'est pas mal, c'est d'acheter en fait des carreaux de carrelage, parce qu'en fait les animaux s'allongent et trouvent de la fraîcheur là-dessus. Alors ça c'est vrai sur les petits formats. Sinon il y a carrément des tapis rafraîchissants où l'animal en fait se pose et par induction en fait ça va rafraîchir. On le met au frais puis ça va rafraîchir. Ça s'achète en animalerie. En animalerie, oui. Ou sur, ça se trouve partout sur Internet. On trouve ça très facilement. Et il y a même des manteaux rafraîchissants. Bon, là, il faut que l'animal puisse le tolérer. Parce que là, on oublie sur un chat. Il y a des chiens qui ne supportent pas. Mais c'est aussi des bons points. Et bon, si on peut, sur des animaux qui sont vieux, vieillissants ou malades ou avec des profils particuliers comme les brachycéphales, là, on ne va pas hésiter. Les brachycéphales, ce sont ceux qui ont la face aplatie, pour traduire. Voilà, pardon. Alors, comme les bulldogs, par exemple. Voilà, les carlins et même les cavaliers King Charles, en fait. Qui ont du mal à respirer. C'est ça, nez écrasé. Alors ceux-là, si on peut avoir une climatisation, c'est toujours mieux. Bien sûr. Alors, grosse chaleur rime aussi avec coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est quoi exactement? Parce qu'on en parle souvent, mais peut-être que nos auditeurs de Sud Radio ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Alors, en fait, le chien, déjà, le chien et le chat n'ont pas la même capacité de perdre de chaleur que nous, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transpirer comme nous. Et leur seul moyen d'éliminer le surplus de chaleur, c'est de la respiration. Donc, ils vont justement faire baisser leur température en respirant plus vite, en haletant. Et le coup de chaleur, c'est simplement en fait l'organisme qui n'est plus en capacité en fait de gérer cet excès de chaleur et donc va rentrer en hyperthermie avec des 39, 40, 41. Et donc là, l'animal commence à rentrer en état de choc. Et ça va malheureusement entraîner des cascades de réactions et d'insuffisance organique. C'est-à-dire que
là, c'est une souffrance globale de l'organisme. Qui peut aller jusqu'à la mort de l'animal. Qui va jusqu'à la mort très vite. Donc, si on voit son animal qui vraiment a l'air de ne veut plus manger, refuse le contact, respire gueule ouverte et reste immobile très très vite, alors là, évidemment, on le douche tout de suite et on va voir le véto. On va dans une structure d'urgence. Ça, c'est une vraie urgence. C'est une urgence vitale. Ouais. Donc il faut vraiment en avoir conscience. Bien sûr, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, on ne les laisse pas enfermer dans une voiture. Ouais. Parce que même quand la température n'est pas caniculaire, la température à l'intérieur des véhicules monte très vite quand on est enfermé. C'est effet étuve. La même chose, en fait, il n'y a pas suffisamment de circulation d'air. Même si vous abaissez un tout petit peu la fenêtre, très vite, en 20-30 minutes, l'animal peut présenter un coup de chaleur dans un véhicule. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On va redonner la parole à un autre auditeur. C'est Christian qui est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Natacha. Merci beaucoup. Plaisir de participer. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Christian, vous souhaitiez réagir par rapport à cette gestion des vacances avec nos animaux? Alors nous, toujours pris pour principe d'emmener notre chien en vacances avec nous. D'accord. Les seules fois, alors moi je parle de notre Golden qu'on avait avant, la seule fois où on l'a donné à nos beaux-parents parce que c'était une période de mutation pour moi, donc c'était pas facile de l'emmener en vacances. Donc et nos beaux-parents et le chien étaient très heureux de se retrouver aussi pour une petite période de vacances à la campagne. Oui, et puis vous étiez en confiance. Voilà, ah oui, toute la confiance. On n'aurait jamais confié notre chien à des gens à qui on n'aurait pas eu confiance. Et là, notre dernière, la petite Misty, on l'a mis 2 fois en pension, mais sur 48 heures, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais sinon, elle est toujours avec nous. Et ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Oui, on avait fait les repérages avant, on est allé voir, voilà. Et elle s'est très bien adaptée. Elle a fait des petits copains et petites copines. C'était très bien organisé, pas de soucis particuliers. Bon, finalement, à vous écouter, Christian, on voit bien que vous confirmez ce que l'on dit depuis le début de cette émission, c'est que les vacances, ça s'organise, en particulier quand on a des animaux. Oui, ça s'organise. Partir avec son chien, on l'emmène avec nos vacances, on l'emmène à la plage. Vous partez où en vacances cette année, Christian ? Malheureusement, ça sera à la maison, mais c'est pas grave. Je suis à la campagne. Moi, je suis en vacances tout le temps parce que je suis retraité. Donc. Bon, c'est bien ça d'être en vacances toute l'année. Et finalement, parfois, c'est pas plus mal de rester aussi chez soi et voilà, de pouvoir profiter tranquillement de son lieu de vie habituel. Au moins, Misty ne va pas être perturbée par ce changement d'environnement. Non, et puisqu'on parle de Misty, ce que vous m'aviez dit l'autre jour avec votre invité concernant la tenue en laisse, elle a fait des progrès. Ah, très bien, bonne nouvelle ça, c'est super. Voilà. Christian. Voilà. Bon, continuez alors dans ce sens, appliquez tous nos conseils. On est content d'avoir des retours comme ça et de savoir que tous ces conseils fonctionnent bien. Passez un très bel été, Christian. Merci vous aussi Natacha et très belle émission à vous. Merci à vous. Isabelle Pasquier, donc vous êtes vétérinaire, je le rappelle pour nos auditeurs qui pourraient nous prendre en cours, et avec vous on parle de la gestion de cette période estivale avec nos animaux de compagnie. On a parlé de la garde ou du fait de les emmener avec nous, on a parlé des parasites extérieurs tels que les moustiques, les puces, du coup de chaleur, évidemment, et de la gestion des périodes chaudes. Il y a aussi un autre risque qui est lié à l'été, ce sont les envenimations. Vous pouvez nous dire comment on doit réagir et même peut-être essayer de les éviter? Alors, de les éviter, oui, là, ça dépend effectivement de la région dans laquelle on se situe. Mais c'est vrai que, par exemple, des endroits où il va y avoir pas mal de végétaux au sol et on n'a pas forcément une bonne visualisation du sol, peut-être qu'on va éviter d'aller lancer son chien en mode débroussaillage parce que malheureusement, c'est là qu'on va avoir un risque. Donc déjà, d'éviter ça, d'avoir vraiment une bonne vie, parce que déjà, il peut aussi malheureusement s'abîmer rien qu'en marchant sur un sol, quelque chose de coupant, voilà. Mais de pouvoir bien voir ce qui se passe, et pour soi aussi, tout simplement. Et voilà, oui, effectivement. Si son chien se fait piquer par une vipère, mordre par une vipère, pardon, pas piquer. Ouais, là, il faut assez très vite voir un vétérinaire sur place. Là encore, c'est une urgence vétérinaire. C'est une urgence vétérinaire. Il y a des premiers réflexes à avoir soi-même, des choses à faire ou à ne pas faire. Déjà de désinfecter
désinfecter, de regarder l'endroit, de désinfecter et de faire en sorte que l'animal puisse pas aussi tout simplement se lécher en permanence la plaie. Et puis je pense que rapidement, en fait, faut essayer de pas perdre de temps, essayer de soi-même de faire des choses et de voir directement une structure d'urgence. Voilà, qui va faire les soins adaptés en fonction de la gravité de la situation. Une petite trousse peut-être d'urgence à préparer avant de partir. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, déjà, un désinfectant. C'est bien d'avoir ça. Donc, on oublie l'alcool à 90. Malheureusement, je vois ça encore. Donc, ça ne désinfecte pas vraiment. Ça fait juste mal. Mais je le vois encore. Donc, effectivement, soit on préfère de la biseptine ou de la bétadine. La biseptine étant incolore. Si on a un animal clair, pour éviter de le retrouver orange, c'est quand même mieux d'utiliser de la biseptine. C'est tout autant efficace. Après, ce qu'on peut avoir, c'est le crochet retire-tic. Oui. Donc, là, qu'on met... c'est hyper pratique. On peut soi-même les enlever à la main, mais quand on n'a pas le coup de main, c'est quand même bien d'avoir ce crochet. En tournant, dans les deux sens, on dit dans le sens des aiguilles du montre, mais c'est vrai dans les deux sens en fait. Et juste on retire la tête comme ça. Après, c'est bien d'avoir soit peut-être une petite tondeuse si on peut, ou une petite paire de ciseaux pour dégager les poils, dégager les plaies. Ça c'est aussi important. Et puis après, de quoi faire un petit pansement, d'urgence en attendant de voir le veto. Et puis c'est les bandes Vétrap pour pouvoir couvrir une plaie. Voilà. C'est toujours bien d'avoir sa petite trousse quand même d'urgence. Oui, je pense qu'après tout le reste, collerette, tout ça, ça reste compliqué. Puis après, il faut quand même avoir de la place pour les valises. Donc évidemment. Déjà ça, c'est pas mal. Si vous avez déjà le ça. minimum vital. On va redonner la parole à Christiane maintenant qui est avec nous. Bonjour Christiane. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Christiane, d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Comment organisez-vous vos vacances, Christiane, avec vos animaux? Eh bien, écoutez, moi, je n'ai qu'une petite chienne. D'accord. Eh bien, je l'amène partout. Voilà. Mais vraiment, nos auditeurs, ils sont... c'est chouette. Ils sont parfaits. Ils emmènent leurs animaux partout avec eux. Ils ont toujours des solutions à tout. Et ça se passe bien? C'est pas trop compliqué? Non, parce que je ne pars pas beaucoup et je ne pars que dans la famille et à des endroits où elle est acceptée. Si elle n'est pas acceptée, je ne vais pas chez les personnes. Voilà. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. C'est Christiane et sa chienne ou personne. Voilà, exactement. Alors par contre, dans la journée, je peux la laisser une journée entière toute seule. Elle est habituée et là, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Elle est dans la maison, elle a toute la maison pour elle. Voilà. Donc, elle n'est pas perturbée par ces périodes de vacances, parce que vous êtes toujours avec elle. Voilà, de toute façon, elle suit partout. Elle est très, très sociable, très mignonne, et donc je ne vois pas pourquoi je ne l'amènerai pas. Et qu'est-ce que vous allez faire alors cet été, Christiane? Cet été, là, je suis partie quelques jours chez des cousines, mais je l'ai amenée. Et puis maintenant, j'ai un grand jardin, et je pense que je ne vais pas bouger, sauf une journée de temps en temps. Vous allez profiter tranquillement de votre jardin. Exactement, que j'aime beaucoup et qui me donne beaucoup de travail. Eh bien, c'est bien, c'est un travail qui est très sain. Ah oui, très sain, c'est ma salle de sport, le jardin. Exactement, c'est bon pour le physique et c'est bon pour le moral aussi. Exactement. Merci Christiane, on vous souhaite un très bel été. Je vous en prie. Vous aussi. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va se quitter quelques instants et on se retrouve d'ici quelques minutes, toujours en compagnie du docteur vétérinaire Isabelle Pasquet pour vous donner encore quelques conseils en prévision de vos vacances d'été. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Et dans vos animaux et vous ce matin, vous l'avez compris, si vous êtes avec nous depuis 10 heures, nous essayons de vous donner des conseils pour gérer au mieux cette période estivale qui débute en compagnie de vos animaux de compagnie. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin le docteur vétérinaire Isabelle Pasquet qui dirige la clinique vétérinaire Vet in Paris. Isabelle, on a déjà vu pas mal de situations différentes. Il y a une situation que nous n'avons pas encore abordée, c'est celle liée au risque de noyade. Noyade en mer, noyade en piscine. C'est un risque qui n'est pas négligeable pour les animaux de compagnie. Non, alors il y a des animaux, des chiens notamment, qui sont bons nageurs et d'autres malheureusement qui vont pas forcément très bien gérer les situations. Et voilà, il faut faire attention aux piscines parce qu'il y a des piscines qui n'ont pas, le rebord pour les animaux, c'est impossible pour eux de repartir, de remonter sur la berge. S'il n'y a pas de marche ou
petits rebords sur le côté, c'est compliqué. Ouais, donc dans ces cas-là, c'est bon, de toute façon, sécuriser, normalement, les piscines sont sécurisées, mais c'est toujours avoir un œil sur son animal, de ne pas le laisser se balader autour d'une piscine sans surveillance. Oui, parce qu'on ne sait jamais, un ballon qui s'envole, qui arrive dans l'eau, le chien court après, va le chercher et ne peut plus remonter. Un animal âgé aussi. Qui n'y voit pas plus très bien, ça peut se terminer comme ça aussi. Donc, et les noyades en piscine font partie, malheureusement, des accidents de l'été pour nos animaux de compagnie. Donc, on sécurise des piscines, c'est vrai, pour tout le monde, les enfants, les animaux. C'est vraiment un geste indispensable à avoir quand on a une piscine. C'est vrai aussi en mer, non ? Quand on va jouer avec son animal, il faut faire attention. Vous le disiez, ils n'ont pas tous des physiques d'athlètes. Voilà, c'est ça. En fait, quand on a effectivement un chien plutôt long avec des toutes petites pattes, évidemment, qu'il va avoir tendance à faire un peu la pierre dans l'eau. Donc voilà, s'il y a imaginons un océan avec beaucoup de remous, beaucoup de vagues, on évite de mettre, évidemment, d'exposer son chien à ce genre d'éléments, parce qu'il ne va pas du tout être adapté. Voilà, donc en fait, c'est vraiment partir en vacances et d'imaginer de sécuriser en fait les lieux, parce que on s'expose à des risques, tout simplement parce qu'on va changer notre rythme, on va changer nos habitudes de vie, et puis forcément, on voit pas toujours le danger. On se dit, le chien va se débrouiller. En fait, non. Donc il faut penser ça en amont, même quitte à être un petit peu parano au départ, mais tant pis. Il faut être très très vigilant. Dernière question qui va peut-être vous sembler un peu saugrenue, vous qui nous écoutez ce matin sur l'antenne de Sud Radio, mais est-ce qu'on leur met de la crème solaire ? Alors oui, sur les animaux qui n'ont pas trop de mélanine, les animaux qui sont blancs, qui ont des peaux très pâles, on leur met de l'écran total d'enfants. C'est parfait. Est-ce qu'ils peuvent prendre des coups de soleil ? Ils peuvent prendre des coups de soleil. Chez le chat, c'est même encore plus grave que ça, parce que ça va au-delà du coup de soleil. C'est des cancers de peau, des carcinomes épidermoïdes. Donc c'est très grave chez le chat. Donc le chat blanc, on le tartine d'écran total et on évite de trop l'exposer au soleil. On le protège parce qu'ils ont tendance à vouloir s'y mettre tout seul. Donc c'est bien quand même de les rentrer un petit peu. Et les chiens, même chose, parce que si vous voyez apparaître plein de petites taches brunes sur votre chien, c'est que là, il est vraiment en train de bronzer. Et puis après, ça se transforme en rougeur. Là, on est vraiment dans le cas du coup de soleil. Donc là, on le protège. Déjà, si on peut éviter de l'exposer trop au soleil. Et on va le badigeonner de crème solaire régulièrement dans la journée. Et c'est vrai aussi sur les chevaux blancs. De toute façon, sur toutes les peaux, Alors, par contre, là, il faut acheter des bidons entiers. Ça coûte un peu cher, donc on les met à l'abri du soleil. De toute façon, le soleil n'est pas forcément très bon pour nos animaux non plus. Merci infiniment, Isabelle Pasquet. Avec plaisir. On vous souhaite un bel été, à vous aussi. Vous aussi. En compagnie de vos animaux, bien sûr. Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage. Et dans notre séquence à l'état sauvage, aujourd'hui, nous allons partir à la montagne en compagnie de Julien Vallée. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Julien. Vous êtes berger, Julien, berger dans le Cantal. C'est ça, berger dans le Cantal. Là, pas que des vaches dans le Cantal, là, des moutons aussi. Il y a des moutons aussi. Exactement. Vous avez un troupeau de combien d'animaux ? À peu près entre 570 à peu près. 570 brebis. Oui, c'est ça, exactement. Avec des béliers, quelques chèvres. Et après, nous, on arrive avec toute une famille, des chevaux, des chats, des chiens. Et j'imagine que l'été, vous faites des estives, forcément. C'est ça. Nous, tout ce petit monde part respirer dans les hauteurs. Respirer la montagne. Voilà, exactement. Nous, on est bergers au Cumari, du coup, dans le Cantal. C'est une toute nouvelle conquête pastorale qui n'avait pas été faite depuis 20 ans. Et là, c'est à la demande du Parc des Volcans et du syndicat mixte du Puy-Mary qui a fait de retrouver des brebis en montagne pour entretenir la montagne et éviter l'érosion et peut-être un jour les feux d'incendie. Alors avec vous Julien, on va parler justement de cette vie estivale en montagne où beaucoup de monde se croise. Il y a vous en tant que berger, vous êtes souvent accompagné de votre épouse d'ailleurs, je crois. Exactement. En estive. Oui, on travaille à deux, on est 50-50. Vous travaillez à deux. Un berger et un bergère. Et il y a les chevaux qui vous accompagnent, vos moutons, vos chiens, différents chiens, vous allez nous expliquer tout ça. Oui. Des loups aussi que vous croisez parfois. Alors par contre, eux, ils nous accompagnent pas. Non, mais vous les croisez. C'est pas nous qui les ramenons. C'est eux qui, c'est eux qui vous retrouvent.
C'est eux qui nous retrouvent plutôt, voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi les randonneurs avec leurs chiens parfois, et tout ce petit monde doit faire bon ménage. Alors, Oui. ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. Mais d'abord, j'aimerais, Julien, que vous nous expliquiez comment se passe votre vie en estive, où vous êtes loin de tout, au milieu de vos moutons. Et du coup, nous, en fait, on monte souvent début juin. Début juin, donc c'est des éleveurs qui sont regroupés. Donc là, on a 6 éleveurs qui sont regroupés pour faire un troupeau conséquent, pour pouvoir embaucher un berger et un aide-berger. Et du coup, à ce moment-là, nous, on est là, on a la responsabilité totale du troupeau et donc d'engraisser les brebis pour que, qu'elles développent bien l'agneau qu'elles ont à l'intérieur du ventre, car elles font pas les agneaux en montagne, elles font les agneaux à la descente. Et nous, on est là, on vit avec elles. En fait, moi, ce que j'appelle, c'est que c'est pas un troupeau de brebis, c'est une famille entre moi, elle, ma femme, les chevaux, les chiens et les brebis, parce qu'on vit tous ensemble dans toutes les conditions, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On part la journée gardée, donc à peu près, on fait 10 à 14 heures de garde par jour. Et après, nous, on vit dans des cabanes situées en montagne, vraiment tout en haut de la montagne. Vous pouvez les voir des fois pendant votre randonnée. Et ça, c'est notre maison. Et c'est une vie absolument incroyable, au plus proche de la nature. Alors, c'était incroyable. Pour moi, c'est une vie de passion. Ça veut dire que je fais vraiment ça avec la passion et le cœur en entier. Proche de la nature, oui, parce que, la différence entre un brebis et une berger, il n'existe pas. En fait, c'est 2 êtres vivants. Donc on est 2 êtres vivants confrontés aux mêmes conditions. Donc après on a on a le même but, c'est de survivre. Hein. On est dans la survie totale. Et du coup c'est pour ça qu'un berger et une brebis en fait font un, parce que quand elle subit la pluie, nous on la subit aussi. Le seul avantage, c'est qu'on peut rentrer dans les cabanes le soir, alors qu'elle elle reste dehors. Et alors le soir, ça se passe comment? Vous les parquez? Oui, alors le soir, suite à l'arrivée de la prédation, on parque les brebis dans des filets électrifiés. Et on est assisté par des chiens de protection. Donc ces chiens de protection ne nous appartiennent pas, c'est les éleveurs qui les ont, parce que c'est des chiens qui sont là contre la prédation. Alors, contre le loup, pour faire simple, parce que quand vous dites prédation, c'est essentiellement le loup et des chiens aussi parfois. Alors on a le loup, le chien errant et l'homme à 2 pattes. Et l'homme à 2 pattes, ah oui. Et le loup à 2 pattes. On l'avait oublié celui-là. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils sont là pour empêcher, on va dire, toute menace venant de l'extérieur, tout intrus venant de l'extérieur. Si c'est une prédation envers le loup ou le chien errant, donc là, ils sont là pour neutraliser, si je peux dire, ou surtout effrayer. Oui. Et si c'est une intervention de l'homme, c'est surtout pour expliquer qu'il faut laisser les brebis tranquilles et plutôt contourner le troupeau. Après, si c'est vraiment, quand j'appelle ça le loup à 2 pattes, la prédation de l'homme, si on peut dire ça, c'est si quelqu'un vient vouloir voler nos brebis et attraper nos brebis, à ce moment-là, le chien peut se montrer pas agressif, mais peut montrer un peu les dents pour expliquer à la personne. Ah oui, ils sont quand même très protecteurs vis-à-vis de leur troupeau. En fait, c'est pareil que pour nous. Pour eux, c'est pas des brebis, c'est une famille qui sont là pour protéger. Donc en fait, c'est des chiens que les éleveurs mettent. C'est des chiens qui sont nés en bergerie avec les brebis. Et à 3 mois au moment du sevrage, on les laisse avec les brebis et ils vivent toute l'année avec les brebis. Ce sont des races de chiens bien particulières et ce ne sont pas les mêmes chiens que ceux qui vous aident à conduire le troupeau. Non, exactement. C'est des chiens qui sont plutôt de race lourde, ce qu'on peut appeler ça, plutôt des gros chiens, des molosses. Donc on a le Montagne des Pyrénées, le berger Anatolie, on a des nouveaux chiens des bergers du Sibé, les bergers du Caucase. C'est des chiens qui sont en train de revenir en France. Alors nous, on avait le Montagne des Pyrénées qui est d'origine. Maintenant, on est en train de prendre d'autres chiens par rapport à la prédation aussi qui augmente. Et le besoin et le caractère des chiens sont différents aussi. Un chien de protection n'est pas le même entre un Montagne des Pyrénées ou un berger Anatolie, par exemple. D'accord. Quelle est la différence, par exemple, entre les deux? Par exemple, le Montagne des Pyrénées est très troupeau. Donc ça veut dire, lui, il va vraiment rester au milieu du troupeau et protéger vraiment en cas d'impact, on va dire, sur le troupeau. Le berger Anatolie, si vous marchez en montagne et des fois vous rencontrez un berger Anatolie, vous allez dire, oula, mais lui, il est loin du troupeau. Alors il peut être à 300 ou 400 mètres. Lui, il est plus sur l'extérieur du troupeau. D'accord. Il sillonne le territoire tout autour pour vérifier qu'il ne se passe rien d'anormal. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça que petit à petit, la prédation du loup commence à augmenter, parce qu'on arrive sur des meutes. Alors, nous, on était bergers dans les Alpes pendant 15 ans. Là, on vient de passer au Cantal. Et alors, dans les Alpes, on a des très grosses meutes. On peut pas appeler ça des meutes de 7 à 8 loups, voire plus. Et ici, on est dans le Cantal, on est dans une reconquête de la prédation. Donc, on a, pour l'instant, pas de meute de signalés, mais des doutes.
en tout cas. Oui. Et en tout cas de la prédation, on s'est fait prédater là à peu près 15 jours, donc je peux vous en parler. Quand vous dites reconquête de la prédation, ça veut dire que ce sont des loups isolés qui avancent un peu en éclaireur pour reconquérir justement un territoire, c'est ça? Des loups isolés, je sais pas. Hein, oui. Comme je dis, j'ai travaillé 10 ans sur la prédation et j'ai réalisé une chose, c'est quand vous avez une vérité, elle est fausse. Hein, parce que c'est un animal sauvage qu'on ne connaît pas. Il n'y a aucune étude réellement qui a été faite en France pour savoir comment ça se déplace. Et il y a en tout cas des loups qui arrivent. Donc ça, c'est souvent c'est comme une très grosse population qui est en train de monter dans les Alpes et dans les arrivages qui a été fait il y a 20 ans. Donc la population, elle est devenue tellement stable et tellement grosse que les loups s'écartent d'eux-mêmes. Et ils sont en train, si on peut appeler ça, le mot envahir la France. Envahir la France, on commence à reconquérir un territoire dans lequel ils ont été par le passé. Alors, c'est les deux mots. Ça veut exactement dire la même chose entre envahir et reconquérir. De toute façon, ils reprennent leur territoire. Après, il faut préciser que le loup est revenu tout à fait naturellement par le Mercantour en remontant d'Italie. Ce ne sont pas des réintroductions qui ont eu lieu. Contrairement aux ours, par exemple. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai pas utilisé le mot et que c'est d'un côté plus compréhensif que la réintroduction. Oui. Après, nous, pour la prédation, surtout dans un nouveau domaine que je connais, donc ça veut dire qu'on est sur de la reconquête, on sait qu'il arrive, on ne faut pas se faire des fausses idées qu'il ne s'implantera pas. On dit qu'il a un manque de moyens sur la mise en place tout de suite de moyens de protection assez fortes, ou des fois sur des zones où il n'y a pas encore de prédation, pour permettre de se protéger efficacement, que quand il soit là, on soit efficace. Parce qu'il faut savoir qu'un chien de protection, donc les chiens qui sont là contre les loups, il leur faut 4 ans avant d'être vraiment performants. D'accord. C'est des chiens qui doivent apprendre, qui doivent évoluer, et un chien à l'âge de 4 ans, 4-5 ans, il est vraiment adulte, et il est bien dans sa tête et il arrive. Mais ces chiens de protection, en fait, posent un souci plutôt dans les Alpes, c'est par rapport aux randonneurs, et aussi aux nouveaux arrivages, comme on peut appeler reconquête, des gens de la montagne. Alors, le souci qu'ils posent, c'est-à-dire qu'ils attaquent les randonneurs, en gros, c'est ça ce que vous voulez dire? Je dis pas attaquer. Il attaque pas les randonneurs. D'accord. C'est pas des chiens d'attaque. Il faut bien le dire. C'est des chiens de protection. Oui, là pour protéger, ils défendent leur territoire. Alors, c'est pas qu'ils défendent le territoire, ils défendent leur troupeau. C'est pas des chiens de territoire. Comme nous sommes des bergers transhumants, on bouge de territoire en territoire tout le temps. D'accord. Donc, ils sont pas fixés sur un territoire, ils sont plutôt fixés sur une famille. Donc, alors, si vous avez un conseil à donner, Julien, aux gens qui vont faire de la randonnée, s'ils se retrouvent nez à nez avec un chien de protection, comment faut-il réagir? Alors, ce que je conseille, c'est tout d'abord, si vous pouvez vous renseigner. Maintenant, tous les offices de tourisme, nous, je sais qu'on parle beaucoup avec les offices de tourisme et tout ça, pour signaler à quel moment ou à quel endroit on est là. Parce que si jamais, par exemple, vous randonnez avec un chien, c'est le plus gros défi qu'on a. Parce qu'il faut savoir qu'un chien de protection, nous, on l'éduque pas contre l'humain, bien au contraire. On l'éduque contre la prédation, surtout contre la prédation du loup, et nous, le but, c'est que ça se passe bien. Après, quand vous arrivez en montagne, malheureusement, vous marchez sur un chemin, et puis en haut d'une crête, toc, vous voyez un troupeau avec les chiens. Les chiens vous voient et commencent à vous aboyer dessus. À ce moment-là, je vous conseille de vous arrêter, regardez le paysage, soufflez un petit coup, buvez un petit coup d'eau, détendez-vous, les chiens vont venir peut-être vers vous. Si vous êtes assez proche du troupeau, ils vont venir vers vous. Et ils peuvent avoir l'air menaçants. Sauf que c'est une impréhension que vous avez l'impression qu'ils sont menaçants. Eux, ils sont en train de vous délivrer un message. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de communication que nous. Si jamais vous me croisez, je vous dirai attention. Le chien vous dit attention autrement. À ce moment-là, en fait, surtout, pas de gestes brusques. Vous vous détendez le plus possible et vous regardez. À ce moment-là, si jamais vous voyez par exemple que le troupeau est en plein milieu sur le chemin, juste déjà, est-ce que là un berger? Maintenant, quasiment tous les troupeaux sont accompagnés d'un berger. Donc, à ce moment-là, moi, si par exemple je vous vois, je vous dis allez-y, ou je vous dis stop, laissez passer les brebis. Il faut savoir que l'animal est prioritaire en montagne, car l'animal est dans son élément à ce moment-là, et le randonneur est un passager de la montagne. Et du coup, à ce moment-là, on s'arrête, on respire, et puis alors, le berger peut venir avec vous et discuter, donc ça c'est super sympa, vous allez voir, on n'est pas méchants, on n'est plus des rustres. Et surtout, vous vous détendez et vous rangez vos bâtons. Tout le monde marche avec des bâtons, moi-même à l'heure d'aujourd'hui. Les bâtons, c'est une menace pour un chien. C'est comme si je vous arrive vers vous et je vous présente un bâton au-dessus de la tête. Vous aurez un geste de recul ou un geste d'agressivité. C'est exactement la même chose. Donc là, on range les bâtons. Si jamais le troupeau est sur le chemin, on s'arrête et on attend que le troupeau traverse.
Si jamais, par exemple, le troupeau s'arrête sur le chemin, ne traversez pas un troupeau. Ça, c'est interdit à l'heure d'aujourd'hui. Pour une raison, pour le chien de protection, et pour une deuxième raison, pour le respect du travail du berger. Car nous, en fait, on met tout le temps des systèmes en place pour que les brebis fassent un circuit. Quand vous traversez au milieu des brebis, vous les faites accélérer et vous cassez en fait ces circuits. Si vous êtes une personne tout seul en montagne, ça ne va pas nous déranger. On va laisser passer une personne. Quand vous imaginez des montagnes, on a 100, 200 ou 3000 passages par jour. Bien sûr. À ce moment-là, nous, on ne peut plus travailler en fait. Donc, c'est des zones qu'on va délaisser délaisser par rapport aux randonneurs. Alors que je pense que si tout le monde donne du sien, on peut y arriver à s'entendre. On comprend aussi les gens la peur qu'ils ont, parce que d'arriver 4, 5, 6 molosses sur eux, ça fait très peur. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant, donc ça on comprend tout à fait, mais il faut savoir que nous on est dans une obligation, alors on a une obligation de l'État de nous protéger, par contre on a aussi une obligation aussi par rapport à notre troupeau de le protéger. Ça veut dire qu'en tant que berger, on est là aussi pour le protéger, donc on met des chiens en place pour le protéger. Et plus le loup va grandir, plus les meutes de chiens vont grandir à côté. C'est un effet obligatoire. Bien sûr. Donc à ce moment-là, en fait, il faut le plus possible contourner le troupeau. Et je dis pas contourner à 5 mètres. Il faut que vous ne dérangez aucune brebis. Il faut faire un grand détour. Il faut faire un grand détour. Et vous inquiétez pas, la montagne est grande et vaste et jolie. Eh bien, merci beaucoup, Julien. On a adoré vous entendre nous parler de votre passion pour tous ces animaux, pour la montagne, pour votre métier. Et je crois que le message est passé ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est bien aussi justement de faire passer ces messages et de vous donner la parole plutôt que d'arriver à des situations qui peuvent parfois être embêtantes alors que vous faites un magnifique métier très utile pour tout le monde. Merci, Julien. Merci à vous. Et puis de toute façon, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, le berger, la bergère du Puy-Marie. Et au contraire, vous verrez notre vie de l'intérieur à cette fois. Exactement, et ça vaut le détour, moi je vous le promets. Allez, merci Julien, passez un très bel été en montagne, merci à vous. Tout de suite, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour C'est votre histoire. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et à quelques jours du 14 juillet, dans C'est votre histoire, j'avais envie ce matin de vous parler de la garde républicaine à cheval. Bonjour, colonel Gabriel Cortès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous commandez le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Bien sûr, à l'approche du 14 juillet, j'imagine que vous êtes affairé à préparer ce grand moment. Alors, vous êtes actif toute l'année, mais ça, c'est un moment aussi de rencontre assez particulier avec votre public. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, en fait, dans le courant de l'année, la majorité de nos missions, contrairement aux apparences, sont des missions de sécurité publique. Car vous savez que la garde républicaine, qui dépend de la gendarmerie nationale, assure en fait des missions de sécurité publique que nous réalisons à cheval. Mais c'est vrai que dans la quinzaine de jours qui précèdent le 14 juillet, l'ambiance change au régiment et toutes les attentions sont tournées vers ce grand rendez-vous de l'année où nous retrouvons en effet un public généralement toujours très enthousiaste sur les Champs-Élysées. Vous faites partie des vedettes qui allaient défiler sur les Champs-Élysées. Vous êtes certainement l'un des bataillons, je ne sais pas si c'est le terme exact, excusez mon inculture militaire, mais vous faites partie des gens les plus attendus pour le public. Oui, j'en ai l'impression, en effet. Oui. Si on mesure à l'applaudimètre, en tout cas, c'est toujours Est-ce une que vous pouvez nous présenter justement cette garde républicaine à cheval, ce régiment ? Alors oui, le régiment de cavalerie, c'est un des 3 régiments qui composent la garde républicaine. C'est-à-dire que la garde est composée de 2 régiments d'infanterie qui ont en charge la sécurité et les honneurs dans les palais nationaux, et d'un régiment de cavalerie qui assure des missions de sécurité publique et qui participe au protocole de l'État également. Le régiment est composé de 550 militaires et personnels civils qui comprennent des cavaliers, mais aussi des artisans, maréchaux ferrants, selliers bourreliers, casquiers et 470 chevaux qui nous permettent de réaliser toutes ces missions à Paris, en région parisienne et plus largement finalement sur tout le territoire, puisque le régiment, s'il comprend 4 escadrons, c'est-à-dire 4 unités d'une centaine de personnes à peu près, organisées de façon très militaire en région parisienne, à Paris, comprend aussi une douzaine d'unités
répartis dans toute la France qui fonctionnent comme de petites brigades à cheval, comme des unités de sécurité publique à cheval permanentes. D'ailleurs, on va vous croiser sur les plages cet été, comme d'habitude. Exactement, d'autant que l'été, nous mettons sur pied une quinzaine de postes saisonniers qui viennent en renfort des unités de sécurité publique classiques en province, si on peut dire, et souvent sur les plages, dans les zones touristiques. Avec une cote d'amour particulière grâce à vos chevaux, évidemment, qui créent un lien très spécial avec le public. Comment sont-ils choisis, ces chevaux? J'imagine qu'il y a des critères de sélection très particuliers. Oui, c'est le cas. Les chevaux sont achetés à 3 ans chez des éleveurs, chez des particuliers dans toute la France. Alors, pour beaucoup en Normandie, ça c'est un trait commun de nos chevaux de selle français, puisque ce sont tous des selles français au régiment de cavalerie, à quelques rares exceptions près. Et donc 3 ans, premier point. Ensuite, 1,65 m au garrot à cet âge-là, ce qui donne une certaine homogénéité ensuite de taille. Donc des grands chevaux. Des grands chevaux. C'est volontaire? C'est pour impressionner dans vos missions? Oui, alors c'est une tradition équestre militaire de ce qu'on appelle le cheval d'armes. C'est un cheval qui doit être assez robuste et porteur pour effectuer toutes ses missions. Et le selle français correspond à ce modèle militaire que nous conservons au régiment de cavalerie. Ça nous permet aussi de supporter le poids du cavalier, du harnachement finalement, puisque nous utilisons des selles d'armes anciennes. Pour la plupart ont participé à la guerre de 14, pour vous donner une idée, même si les cuirs sont évidemment renouvelés. Voilà, donc c'est le modèle classique de l'armée française, dont nous sommes un peu le conservatoire au régiment de cavalerie. Et puis ils ont des robes aussi qui ne sont pas non plus choisies au hasard. Non, les robes sont effectivement réparties par escadron, selon que les chevaux sont alezans, baies ou baies bruns. Elles sont des robes franches. Donc effectivement, c'est la majorité de nos robes au régiment. Cela dit, nous avons quelques chevaux gris, en particulier pour les timbaliers de la fanfare, qui sont pour le coup des percherons, et des chevaux gris pour l'étendard du régiment, ce qui permet de distinguer le drapeau français de tous les autres chevaux quand nous défilons. J'aimerais que l'on parle d'un cheval très particulier, fabuleux, de Maucourt. C'est un cheval qui a été offert à la reine Elisabeth. Oui, alors c'est justement un cheval on connaît sa passion pour les chevaux. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui a rendu délicat, d'une certaine manière, le choix du cheval à lui offrir, parce qu'il ne fallait pas se tromper. C'est ça. Comment a-t-il été choisi alors? Voilà. Alors il a été choisi d'abord parce qu'il fallait qu'il soit représentatif du régiment. Donc mon regard s'est porté vers quelques chevaux qui défilent en tête du régiment, et puis finalement vers l'étendard, puisque l'étendard, c'est donc le drapeau français qui est porté par un cheval gris entouré de 2 autres chevaux gris. Ça me paraissait assez intéressant. Et je me suis souvenu que nous avions un cheval encore jeune de 7 ans qui avait fait quelques services d'honneur, dont la dernière escorte présidentielle du 8 mai sur les rangs, qui s'était très bien comporté, qui était justement fabuleux de Maucourt. Un cheval de selle français pure souche, si on peut dire. Avec des origines magnifiques. Oui, de belles origines, avec de beaux papiers, Jalisco B par son père, Flipperdale du côté de sa mère. Voilà, ça parlera à tous les amoureux de chevaux. Des champions de CSO. Voilà, il s'agit de 2 grands champions de CSO, donc magnifique origine. Voilà, donc ça correspondait pas mal. Une bonne tête, un cheval vraiment bien mis, calme, je dirais même affectueux. Voilà, donc le choix a été proposé à la présidence de la République qui l'a validé, puisque l'idée venait du président de la République, et nous avons organisé le transport à Windsor, puis la remise aux représentants de la reine, juste avant l'envoi de son jubilé. Alors, comment a-t-il été accueilli sur place ? Eh bien, il a été très bien accueilli. En fait, la remise du cheval a eu lieu à Windsor, dans une écurie privée de la reine d'Angleterre. J'avais demandé à la cavalière qui s'occupe habituellement du cheval d'accompagner le cheval. Quelle chance. Voilà, c'était aussi une manière de l'accompagner puisqu'elle l'avait dressé, accompagné
l'accompagner jusqu'à son terme, si on peut dire, et au capitaine qui avait monté le cheval en portant l'étendard au dernier défilé. Donc je leur ai demandé de l'accompagner à Windsor. Donc le capitaine a monté le cheval pour faire une reprise dans le manège, dans un des manèges privés de Windsor, devant le représentant de la reine, qui était un personnage de la cour qui s'appelle le Master of Horse, Lord de Molay, qui a vu le cheval se déplacer, et ensuite le cavalier a mis pied à terre, et nous l'avons remis au responsable de l'écurie, il a rejoint son box, où il est resté depuis. Eh bien, voilà une bien belle histoire. Merci infiniment, colonel Gabriel Cortés. Tous nos encouragements à l'ensemble de vos équipes pour le défilé qui doit se préparer à grands pas. Et puis, on aura bien sûr beaucoup de plaisir à vous admirer sur les Champs-Élysées lors du 14 juillet. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très, très bel été et je vous retrouverai, je l'espère, à la rentrée. Ciao à tous. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.